Eh bien, je vous propose de débuter cette table ronde. Mesdames, Messieurs, c'est donc avec plaisir que je vous accueille ici dans cette salle du Blue Point à Liège, en tout cas vous qui êtes présents physiquement, et avec autant de plaisir évidemment que je vous accueille toutes et tous qui nous suivez à distance, puisque cette table ronde est diffusée en direct sur le web, évidemment, circonstances oblige. Alors, si vous avez des enfants, vous le savez, quand l'enfant demande une glace, c'est bien souvent l'avis de papa, c'est pas l'avis de maman. Et inversement, et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est plus ou moins ce qui se passe quand les avis divergent. Que se passe-t-il? C'est ce que nous allons essayer de tirer au clair ici pendant 2 heures environ. Il n'est évidemment pas question de glace, mais plutôt de demande de permis. Et les parents, dans ce cas-ci, s'appelleraient plutôt région et commune. Avant de lancer la première table ronde, je voudrais vraiment remercier tous les intervenants qui ont accepté sans hésiter et malgré les conditions sanitaires compliquées de nous rejoindre. Ce débat il est important pour la profession, il est capital pour notre secteur et on espère vraiment que cette rencontre ne restera pas lettre morte et débouchera sur des décisions concrètes et tenables. Je tiens aussi, avant de commencer, à remercier Febelsem, Knof, Nelissen, Recticel, Reinars ainsi que Velux, sans qui tout ceci aurait été difficilement organisable. Et enfin, je ne serai pas plus long, mais pour dégoupiller ce sujet, il nous fallait un professionnel, et je laisse donc la parole à Sacha Daoud, que je ne dois pas vous présenter, et qui nous fait vraiment la gentillesse et le plaisir de mener les débats. Sacha, je te laisse la parole. Merci beaucoup Gaëtan, merci à toutes et à tous d'être là. On va tout de suite régler le petit problème sanitaire. Vous l'aurez constaté évidemment sur scène, pas de possibilité de distanciation sociale. Je pense que la sonorisation est bonne et si vous aviez un petit problème de compréhension, n'hésitez pas à le dire. On va donc s'autoriser le fait de garder le masque si vous voulez bien sur scène et dans la salle. Ça ne va pas être simple, c'est vrai, mais d'ores et déjà, merci de cet effort-là. L'administration en général, peut être redoutable. Ça peut faire sourire, mais ça peut inquiéter aussi quand on voit parfois les lenteurs, les longueurs, les difficultés, les coups au moral que tout ça, ça peut parfois provoquer. Et le secteur qui organise cette table ronde aujourd'hui n'échappe évidemment pas à cette règle-là. On va essayer de comprendre pourquoi parfois ça coince, pourquoi parfois, pour un seul et le même texte, il y a autant d'avis divergents qui provoquent parfois tant de retard, parfois tant de crispation. Je vous présente la première table ronde où on va essayer justement de parler des cas concrets, de ce qui se passe quand on se retrouve face à des situations parfois un peu ubuesques, ce tiraillement entre un règlement local, un règlement régional. Et si on pouvait sortir d'ici en se disant que finalement on est tous d'accord pour dire qu'il n'en faut plus qu'un seul, ce serait une belle victoire. Là, je crois que je rêve un peu. Le premier panel, qui sera donc un panel, encore une fois, sur des cas très concrets, sur la manière dont ça fonctionne, et parfois, peut-être, on ne va pas hésiter, je vous le dis tout net, à mettre le doigt sur ces incohérences-là, et voir comment on peut essayer de les régler. Un panel plus politique suivra pour, là aussi, essayer de voir quelle est la responsabilité de celles et ceux qui nous dirigent, et de voir à quel point, peut-être, parfois, en matière d'architecture, il ne faudrait pas resserrer un peu les vis. On se plaint d'avoir 9 ministres de la Santé. N'y a-t-il pas trop de gens qui gèrent l'architecture au sud du pays? Là aussi, on posera clairement la question. Le premier panel, alors je vous les donne dans le désordre, tels qu'ils sont sur ma feuille. On accueille tout d'abord 2 échevines de l'aménagement du territoire. Sont représentées Namur et Liège, avec Stéphanie Scalquin et juste à côté d'elle, Christine Defraigne. En principe, et c'est ici que les joies de la technique s'en mêlent, nous sommes en vidéoconférence avec Anne-Valérie Barlet, fonctionnaire déléguée à Liège. Elle va apparaître à l'écran maintenant, tout à l'heure. Thibaut Seder, conseiller expert à l'Union de... Elle est là. Santé, Madame Barlet. Thibaut Seder est avec nous également, conseiller expert à l'Union des villes et des communes de Wallonie. Bienvenue à vous. Philippe Meyer, président de l'Ordre des architectes. Cédric Lerus est avec nous également, vous êtes bourgmestre de Rang-2. Patrick Dress, vous êtes directeur général de la Fédération des entreprises générales de construction. Bienvenue à vous. Suzanne Heinen est avec nous également, responsable de la Centrale des services publics de Wallonie pour le territoire, le logement, le patrimoine et l'énergie. Et enfin avec nous, et c'est par eux qu'on va commencer, en tout cas par celui qui est déjà là, et puis par celui qui a un peu de retard. Celui qui est déjà là, c'est Fabrizio Tengatini, je ne vous le présente pas, évidemment, président de l'Union Wallonne des architectes. Et dans un instant, arrivera sur cette scène Eric Claus, rédacteur en chef du magazine Je vais construire. Vous avez déjà bien compris qu'on est très clairement dans un panel entre le concret,
la gestion, la surveillance et parfois donc ce tiraillement que j'évoquais déjà. Fabrizio Tengatini, je vais commencer avec vous. Gaëtan l'a déjà un tout petit peu introduit, mais très clairement, on est là dans une table ronde qui doit essayer de démêler un petit peu les rouages de l'administration. Ils sont complexes, on l'a souvent dit. On veut partir de cas concrets. Mais la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi l'organisation d'une table ronde maintenant? Est-ce que ça veut dire qu'il y a urgence? Sans entrer dans les détails sanitaires, on imagine que ça n'arrange rien. Mais très clairement, le secteur lance un appel aujourd'hui. Ça devient trop compliqué, ça prend trop de temps. Clairement. Donc, la plupart des confrères, dont une bonne partie, certains sont ici dans la salle, connaissent tous la problématique des cas qui sont des avis divergents entre la région et les communes. Comme disait très bien Gaëtan, un enfant qui demande une glace et qui n'a pas une vraie réponse ne sait pas s'il peut prendre le cornet ou la boule ou la moitié. Et donc ça nous contraint, nous, les architectes, à évidemment revoir systématiquement notre copie, assez lourdement dans certains cas de figure, et nonobstant le fait que ça prenne du temps, ça coûte aussi, il faut parler d'un aspect économique de nos bureaux, ça coûte évidemment aussi énormément d'argent aux confrères de remanier sans cesse les projets. Et par la même occasion, à un moment donné, nos clients ont un peu l'impression que leur architecte n'a pas choisi les bonnes directions, les bonnes directives, ou à un moment donné est parti dans une voie qu'il pensait juste parce que ça correspondait à la vision de la région et que ça ne correspondait moins à la vision de l'administration des villes ou des communes. On a voulu faire cette table ronde pour parler de ce sujet-là et on a voulu l'étendre terriblement. On ne voulait pas parler de notre petit nombril, parce que les architectes sont très habitués à ne parler que de leur nombril et de leurs défauts. Ils en ont beaucoup, et on voulait aussi se rendre compte, ou peut-être mettre, parce qu'on entend aussi que les villes, les communes, la région n'ont pas toujours des facilités non plus à rendre des avis qui correspondent, elles ont aussi des difficultés à les rendre. On voulait mettre autour de la table l'entièreté des signaux qui montraient que ça causait une problématique. Alors aujourd'hui, on ne veut pas dire que tous les projets d'architecture sont forcément justes et rentrent bien dans le cadre bâti, certainement pas. Et la question n'est pas là aujourd'hui de savoir si c'est la bonne réponse. La question est de savoir à quelle fin se vouer, et bien souvent on reste un peu bloqué au milieu du gué. On va évoquer maintenant les cas concrets. On va partir justement dans les communes. Et puis, on évoquera aussi cette question de surveillance qui peut s'exercer parfois. Stéphanie Skelkin, je vais commencer par vous, simplement parce que vous êtes namuroise et moi aussi. Voilà, comme ça c'est dit. Beaucoup plus sérieusement, pourquoi est-ce qu'il doit y avoir aujourd'hui, selon vous, ces deux niveaux de pouvoir? Donc, c'est-à-dire qu'il y a la région, il y a la commune, et parfois, encore une fois, les avis divergent. Je pourrais vous dire qu'à titre personnel, j'aurais même voulu que quelqu'un de la province soit présent, parce que pour peu que vous habitiez au bord d'un cours d'eau, c'est très compliqué d'avoir des permis, il en faut en plus. Mais bref, restons sur ces deux niveaux de pouvoir. Pourquoi c'est fondamental, finalement, que la commune s'occupe aussi de tout ce qui concerne aujourd'hui l'architecture? Bonjour à toutes et à tous, et namurois c'est un bon point, effectivement, donc c'est en clin d'œil. On le sait, depuis de nombreuses années, villes et communes et régions ont des choses à dire par rapport à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. On sait également que cette répartition vient de plus en plus à se baser plus sur les communes qu'au niveau de la région, notamment avec le CODT. Si on prend l'exemple de la ville de Namur, c'est environ 1000 dossiers de permis qui sont déposés et traités chaque année. Et en termes de chiffres, c'est plus ou moins 20% de dossiers pour lesquels nous devons dialoguer avec la région wallonne, soit parce qu'elle est autorité compétente ou parce qu'elle doit remettre un avis dans le cadre de la procédure. Donc, par rapport au feu Quatub, on a moins de cas aussi pour lesquels nous devons nous tourner vers la région. Alors, Namur, vous connaissez, c'est une ville qui se transforme avec de nombreux chantiers. Donc, lorsque un porteur de projet, que ce soit une famille pour une maison ou bien un projet plus important, notre volonté, c'est d'accompagner positivement cette demande de permis pour qu'elle aboutisse à un octroi, sauf si le projet est tellement mauvais que dès qu'on le voit quelque part, on sait qu'on ne pourra pas l'octroyer. Donc, on a aussi un taux d'octroi très important au niveau de Namur. Alors, on veut l'accompagner, donc on a notre service de l'urbanisme, on a, s'il le faut aussi, le service du fonction délégué, avec l'avantage peut-être à Namur aussi, c'est qu'on est à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Et donc dès qu'il y a un projet plus important, d'office,
le fonctionnaire délégué ou son représentant est autour de la table pour discuter des projets, pour qu'il y ait ce dialogue, pour qu'on n'arrive pas, en tout cas tant que faire se peut, à des conflits, entre guillemets conflits, entre l'un et l'autre. Et des conflits, il y en a. Je crois avoir lu justement, on va passer tout de suite après à la ville de Liège, mais par exemple, en préparant ce débat, je tombe sur un article qui explique qu'il y avait un projet assez exceptionnel à Namur, à Jambes, pour ceux qui connaissent, un projet très important pour les commerçants, pour les habitants. La ville de Namur avait donné son feu vert. C'est le contournement de Jambes, hein, qui est la localité qui se trouve de l'autre côté de la Meuse par rapport à Namur. Et j'apprends que la région wallonne, bam, vous met des bâtons dans les roues. On avait l'impression que le projet était passé. L'autorité communale dit oui, la région dit non. Ça, déjà, c'est un souci. C'est un vrai souci, mais donc c'est plus un problème lié à la mobilité qu'au niveau de l'urbanisme, puisque c'est un projet qui doit être financé par la Wallonie, que le gouvernement wallon précédent avait prévu les budgets, et le nouveau gouvernement n'a pas prévu les budgets, donc c'est une autre problématique. Mais vous parlez de ces conflits, ma question c'était, est-ce que ça arrive souvent finalement, ce genre de problème, que ce soit pour des raisons urbanistiques, immobilières, etc. C'est bien la preuve qu'il y a deux niveaux de pouvoir, même si on veut le bien des gens, on est d'accord, ça finit par coincer. Là, ça coince pour une question d'opportunité de projet entre les uns et les autres, effectivement. Si on parle de projets qui sont portés par des personnes, des porteurs de projets privés, qu'ils soient un couple qui veut bâtir sa maison et pour un projet de vie, ou bien un promoteur immobilier qui veut investir dans un nouveau quartier, de nouveaux services, etc., réellement, on met en tout cas au maximum les différentes autorités autour de la table, de l'urbanisme communal et de l'urbanisme wallon, où parfois ça peut peut-être davantage crispé dans le processus. C'est aussi qu'il y a d'autres services de la ville, mais aussi de la région qui doivent intervenir, les espaces verts, les voiries, l'agriculture, le DNF et d'autres services. C'est pas énervant d'avoir tant de monde autour de la table. On est en train de vous demander ici, et je pense que ce sera le message général, on est en train de demander plus de clarté. Et on vous entend déjà dire que lors de toutes ces réunions avec plein de gens autour de la table, c'est plus compliqué que si on était moins nombreux. C'est toujours plus facile de décider seul, ça c'est sûr et certain, et que l'architecte s'octroie le permis lui-même peut-être, en clin d'œil. L'objectif, c'est qu'en amont du projet, qu'on soit en tout cas toutes les parties prenantes autour de la table pour qu'il y ait ce dialogue franc, et quand on sort de réunions, qu'elles soient uniques ou plusieurs, parfois il faut plusieurs réunions pour pouvoir arriver à un accord, c'est en tout cas que toutes les parties prenantes remettent leur avis, qu'on trouve des solutions, et puis qu'une fois que le permis est déposé, on sait qu'on est sur la bonne voie et qu'il n'y a pas de couac dans la procédure. Christine Defresne, j'imagine que ces problèmes-là, ils existent aussi à Liège. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, face à des gens qui attendent des réponses, qu'on va les régler? Je ne vous demande pas de dire qui de la commune ou de la région doit finalement décider et avoir le final cut, comme on dit. Mais encore une fois, évoquons ces réunions, parfois très longues, qui prennent beaucoup de temps, qui dépensent énormément d'énergie. Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire tout ça? Alors, je n'ai pas la solution telle qu'elle. Je viendrai peut-être en fin de panel en vous disant, voilà, il y a quelques réformes auxquelles je pense, notamment, mais il faut bien vivre avec la réalité. Alors, comme dit ma collègue, si on pouvait décider tout seul, ça irait plus vite. Ce serait peut-être mieux, peut-être moins bien, on n'en sait rien. Mais donc, il y a la question de l'autonomie communale, à laquelle, comme municipaliste, évidemment, je peux dire nous sommes très attachés, c'est-à-dire que on est quand même des élus du premier niveau de pouvoir de la commune, et on doit pouvoir dessiner le visage de notre ville. C'est aussi la responsabilité politique. À Liège, on s'est doté d'un certain nombre de directives qui ne sont pas des règlements, qui ne sont pas contraignantes, mais qui sont des guidelines, qui donnent quand même la direction dans laquelle on veut aller. On se dote pour le moment d'un schéma de développement communal. Le processus participatif a commencé pour avoir cette vision à l'échelon de nos 69,39 km². Au niveau de l'arrondissement, et ça, c'est pas la région, c'est une structure informelle. On essaye aussi d'avoir une vision globale de ce qu'on veut faire en termes de mobilité pour l'arrondissement, en termes de création de logements. Et il y a la région. Alors la région, elle intervient à un double titre. Le fonctionnaire délégué, on sait, qui a un rôle d'avis,
qui est un avis simple ou un avis conforme. Donc ça veut dire que parfois, quand le fonctionnaire délégué dit niet, 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 ou ce ne sera pas comme ça, c'est une espèce de droit de veto. Et puis, le double titre, le deuxième titre de la région wallonne, c'est qu'elle intervient comme chambre de recours. Donc, il y a deuxième niveau. Il arrive qu'on dise oui ou qu'on dise non, et puis qu'on soit, j'ose pas dire désavoué, mais que la région ait un autre point de vue. Hein, vous venez de l'évoquer, ce qui est assez difficile parce que parfois on a l'impression qu'il nous heurte de front. C'est combien de pourcents dans les dossiers, justement, alors, cette confrontation-là? En 2019, il y avait 26% de réformation, donc on peut dire 100% moins 26%, donc on a notre autonomie communale, 74 sauvegardée. En 2020, c'est à peu près 30% de dossiers. Alors, par rapport à la statistique, nous avons, alors que le Code d'été prévoit moins de cas de figure où il faut un permis d'urbanisme, on délivre à peu près 1300 permis par an. Le Covid va peut-être changer la statistique, mais on est à plus de 100 dossiers par mois qui tournent, etc. Il y a aussi les avis préalables, il y a les premiers passages, il y a l'envoi aux fonctionnaires délégués. L'évolution, en un mot, pour qu'on puisse passer juste après la commune de Randeux, alors, l'évolution, elle vous inquiète? Vous avez l'impression que c'est de plus en plus complexe, non. plus compliqué, Oui. plus tendu? Attends. Une chose, c'est qu'avec le fonctionnaire délégué, moi, j'ai les meilleures relations et que pour les gros dossiers ou les dossiers, on essaye toujours de se voir en amont et qu'on a fixé régulièrement des réunions, même Teams, etc., ou en présentiel quand c'est possible, pour lister les dossiers qui vont nécessiter un dialogue, un concours et pour essayer, on a toute la question de l'écoquartier, par exemple, où là, on attend la décision du ministre sur la ZEC, mais on essaye de se mettre d'accord avec le fonctionnaire délégué et d'éviter la partie de ping-pong. Mmh. Ça, c'est une chose. Et en deux mots, où c'est peut-être encore plus compliqué à Liège qu'ailleurs, et parce que c'est toujours plus compliqué de reconstruire la ville sur la ville plutôt, comme je dis, de faire des appartements dans des champs de patates si on les a déclassés de zones agricoles en zones urbanisables, c'est que nous, on a la question du patrimoine, du centre ancien protégé, des immeubles classés. On a 11% du patrimoine classé sur notre ville. On a la question aussi des sites industriels à réaffecter et la question de la pollution qui interviennent. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on doit ajouter les considérations évidemment environnementales, de végétalisation et de mobilité. Alors c'est vrai que si on ajoute l'avis des pompiers, l'avis d'Access Plus, etc., donc les questions de handicap à juste titre, eh bien ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'avis, et de temps en temps on a envie de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Mais ce n'est pas possible. Avant de voir comment ça se passe du côté de la région wallonne et donc de cette surveillance qui s'opère, un petit coup d'œil aussi du côté de Randeux. Cédric Lerus, c'est votre commune, Randeux. On imagine que c'est peut-être un petit peu moins compliqué qu'à Liège et à Namur, mais cela dit, ça ne doit pas être nécessairement beaucoup plus simple. Ces confrontations, ces tensions, parfois, vous les constatez, vous aussi, et vous pensez qu'on pourrait facilement y mettre fin? Donc je dirais que moi je travaille comme architecte communal à la commune de La Roche et je suis bourgmestre à Randeux. Donc j'ai une expérience autant au niveau des services urbanisme qu'au niveau politique. Dans Luxembourg, on travaille assez en harmonie, je dirais, avec le fonctionnaire délégué. Et donc quand on a des dossiers un peu compliqués, en général, on envoie un mail, on essaie d'avoir un contact, une rencontre. Et avec les architectes avec lesquels on a l'habitude de travailler, on organise régulièrement des moments de rencontre. Alors je pense qu'un dossier, quand au départ l'architecte il connaît la commune, il connaît le site, il sait comment on travaille, on se voit, on organise un petit peu les grandes lignes d'un projet, et c'est rare qu'il y ait de grosses difficultés. Maintenant, on a quand même pas mal d'architectes qui viennent notamment de Flandre, avec des régions très touristiques, donc avec la moitié de permis de bâtir pour des maisons d'habitation et la moitié de permis pour des secondes résidences. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on a des architectes qui n'ont pas l'habitude de travailler en région wallonne, qui parfois ne connaissent pas du tout les formulaires, on se dit aïe, ça va être compliqué. Et donc, je trouve que là où ça coince vraiment, c'est quand on a des dossiers qui, au départ, n'ont pas été bien étudiés, bien aboutis. Alors, pour les petites communes comme Randeux, 2600 habitants, comprenez que les fonctionnaires communaux, ils vont faire de l'architecture, ils vont faire de l'urbanisme, ils vont faire des travaux, ils vont s'occuper d'environnement, de logement, et j'en passe et des meilleurs. Donc, on n'est pas des spécialistes. Donc, l'intérêt de la région, c'est d'avoir justement ce recours à quelqu'un qui, entre guillemets,
sera un peu plus spécialisé, a aussi un service juridique et va pouvoir, dans une gestion de dossier, nous donner une approche que peut-être on n'a pas vue. Et dans cette approche que peut-être justement un fonctionnaire wallon n'aurait pas vue, est-ce que vous avez l'impression parfois, parce qu'une commune ne ressemble pas à une autre, il y a forcément des tas de choses qui peuvent changer en matière simplement d'architecture, est-ce que vous avez l'impression justement parfois que l'esprit architectural de la commune est toujours bien compris par l'administration wallonne? Il y a des endroits où on ne peut absolument pas faire certaines choses, c'est autorisé ailleurs. On a un peu l'impression que c'est parfois l'esprit simplement du pouvoir local qui n'est pas toujours bien saisi par l'administration. Vous le ressentez, ça, ou pas du tout? Non, je pense que maintenant, depuis les réformes, l'autonomie communale, elle existe. La commune, si elle veut prendre une option qui est inverse de la région, tant qu'on n'est pas dans un mécanisme dérogatoire, elle peut le faire. Elle explique, elle le motive. Et régulièrement, les communes maintenant le font. Donc je pense que ça, c'est une évolution positive. Souvenons-nous, il y a 10 ans d'ici, les communes n'avaient effectivement pas droit au chapitre, si ce n'est que de donner un avis. Donc je pense que ça, c'est plutôt positif. Il faut considérer la région comme un appui là où on a besoin d'avoir des informations un peu plus précises. Je pense que le mécanisme, il pourrait changer. Par exemple, on pourrait gagner du temps en interrogeant le fonctionnaire délégué en même temps que le DNEF, en même temps que le commissaire Voyer, et faire la synthèse nous-mêmes de cet avis. Donc là, on pourrait gagner effectivement du temps. On va donner la parole maintenant aux deux personnes qu'on qualifierait d'être les surveillantes de tout cela. Dans un instant, je viens vers vous, Madame Heinen. On va se reconnecter avec Madame Barlet, Anne-Valérie Barlet. Rebonjour. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit ici et votre avis à vous, est-ce qu'effectivement vous reconnaissez aujourd'hui une trop grande complexité dans ces rouages-là, une trop grande longueur dans les procédures, dans les avis divergents? On vous qualifierait de surveillante. Est-ce que vous acceptez d'abord ce qualificatif de surveillante? Madame Barlet. Je crois que Madame Barlet regarde autre chose. Bon, Madame Barlet ne nous entend pas, mais je viens vers vous, Madame Heinen. Même question. Est-ce que vous acceptez ce qualificatif de surveillante qui peut paraître un peu péjoratif? Je vous l'accorde. Il peut paraître un peu péjoratif, d'accord, mais je pense que le qualificatif de surveillant ne vaut qu'au moment où la région est censée devoir suspendre un permis. Sinon, je ne trouve pas ce qualificatif adéquat parce que il y a quand même lieu de signaler que les prérogatives qu'ont la région et les communes ne sont pas tout à fait les mêmes, et ça c'est dû à un effet d'échelle. Alors que, effectivement, la commune peut s'intéresser à des aspects comme l'architecture ou le voisinage direct, donc deux voisins qui s'entendent ou qui ne s'entendent pas. Ce n'est pas au niveau de la région que cela a une influence. La région, ce sont plutôt des aspects comme le zonage, l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans certains aspects. Mais plus on descend l'échelle, plus ça devient de la compétence communale. Et c'est d'ailleurs ce que le Code été a voulu instaurer, c'est donner l'autonomie communale entièrement aux communes pour tous les sujets qui relèvent d'un niveau ou d'une échelle communale. Et que la région, elle fait attention aux aspects qui sont d'une importance régionale. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de balises ou beaucoup de documents qui traduisent cette volonté régionale. Il y a évidemment le SDT, le schéma de développement du territoire, mais qui, pour la plus grande partie des permis, ne s'applique pas. Il y a le plan de secteur. Ça, c'est aussi une particularité que nous avons, les Belges, quand on nous compare avec nos voisins, les Allemands, que je connais assez bien. Vous entendez, je proviens de la communauté germanophone, j'habite près de la frontière, ou les Néerlandais. Le système est tout à fait différent. Ici, en région... C'est plus simple. Il est différent et les compétences sont plus lisibles parce que le document qui provient de la région, qui reste encore de valeur réglementaire, c'est le plan de secteur qui date des années 70-80, qui donne aussi tout de suite, entre guillemets, un certain droit de construction, ce qui n'est pas le cas chez nos voisins, et il couvre toute la Wallonie et il est assez généreux.
Et aujourd'hui, non, ça fait déjà un bon moment qu'on s'est rendu compte, mais qu'on essaye aujourd'hui de diminuer l'étalement urbain. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que l'Europe essaye d'arriver à No More Net Land Taken in 2050, ce qui veut dire qu'en 2050, on ne devrait plus artificialiser des terres qui ne l'ont pas été jusque-là, sauf à compenser. Donc ça, ce sont les prérogatives de la région, et le seul moyen d'essayer de les faire aboutir via les permis d'urbanisme, c'est en accompagnant les plans d'aménagement que les communes font et en donnant un avis via le fonctionnaire délégué lors de la demande de permis. Et on entend bien toutes les étapes, hein, on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut tout faire exploser. Est-ce que Madame Barlet nous entend? Oui, je vous entends très bien. Eh bien, on vous entend très bien aussi, Madame Barlet. Qu'est-ce que vous Je vous répondez? entends très bien. Oui, manifestement pas super bien, si? Voilà. Petite question, Madame Barlet. Qu'est-ce que vous répondriez à celles et ceux qui vous regardent et qui vous disent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est devenu trop compliqué, c'est devenu trop long, c'est devenu trop astreignant. Qu'est-ce que vous leur dites? Je vous dirais très sincèrement, c'est devenu trop long, trop complexe par la démultiplication des réglementations connexes qui s'ajoutent à la législation urbanistique. C'est-à-dire qu'on doit jongler, et je pense en particulier à Mme Defraigne et à son intervention sur la reconversion des friches industrielles, notamment, sur le fait qu'il n'y a pas nécessairement une uniformisation des réglementations pour nous permettre de travailler aussi dans la sérénité. Pour ma part, je ne relève aucune des provinces qui sont représentées ici, sauf la province de Liège, puisque je ne gère pas Liège-Ville. Il faut que vous sachiez, et je pense que le président du LOI le reconnaîtra, j'ai 55 communes à l'échelle du territoire de la province de Liège, ce qui correspond à peu près à 7000 dossiers à traiter par an, tout confondu. C'est beaucoup trop? C'est ingérable? 7000 dossiers par an. Hein, mais c'est gérable, ça, ou c'est devenu beaucoup trop? C'est devenu beaucoup trop par rapport au personnel, par rapport aux moyens informatiques dont nous disposons. Je fais une petite parenthèse, je ne suis toujours une tête brûlée, hein, on me connaît comme ça, et ma santé fait que je suis beaucoup plus lâche dans mes propos, mais je regrette par exemple que le système informatique qui soit applicable en Wallonie ne soit pas le même au niveau de la région et des communes, ce qui faciliterait évidemment grandement les choses. Par ailleurs, je pense aussi, moi depuis 9 ans que j'ai repris la fonction de directeur de Liège 2, donc qui enclave Liège, Madame Defraigne, tous mes respects. Donc en fait, il y a effectivement énormément de demandes de permis qui sont introduites. Je peux vous dire que j'ai à peu près au bas mot 24 personnes équivalent temps plein qui s'occupent de l'ensemble des choses, que j'ai mis en place depuis mon entrée en fonction une dynamique communale qui permet de rencontrer chaque commune qui peut déposer un ordre du jour et qui, dans les 24 heures, peut obtenir des réponses à ces requêtes, qu'elles soient en termes de demande de permis ou de nouveaux projets, voire de réunions projets tels que c'est instauré par le Code d'été, avec quelques difficultés, bien sûr, depuis, évidemment, le 18 mars, date un petit peu difficile que nous vivons tous, et qui n'a pas permis des présentiels, mais qui continue par Teams. Je peux dire que le bilan est assez positif. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a au niveau de la réglementation, à mon sens, et comme le dit à bon escient Madame Defraigne,
toute une série de petites choses, de petites améliorations que nous pourrions avoir. Et on va y venir dans un instant, si vous voulez bien, Madame Barler, justement à toutes ces choses qui doivent être améliorées, parce que c'est pour ça qu'on est là aussi. On nous a beaucoup parlé quand on a préparé un peu ce dossier-là, Madame Heinen, parfois un peu des difficultés, parfois même un peu des pressions qui s'exercent. On est tiraillé entre la volonté, c'est vrai sans doute, et j'en doute pas, d'aller vers le sens demandé par la commune, d'aller dans le sens d'un projet. Personne ne vous accusera ici de tout freiner, de tout arrêter. Mais tout de même, parfois, à un moment donné, de faire passer certains dossiers peut-être plus vite que d'autres et d'en freiner d'autres, et au final, de créer un petit sentiment d'injustice entre celles et ceux qui voient parfois des projets s'avancer très très vite et d'autres qui ne comprennent pas pourquoi ils sont freinés. Est-ce que parfois on ne manque pas un peu de pédagogie parce que les décisions, on n'arrive pas à les expliquer? Oui, plusieurs choses, oui. La pédagogie, j'y reviendrai après, mais j'ai cru comprendre aussi tout à l'heure que vous vous intéressez aux chiffres, donc je vais vous en donner quelques-uns. Il faut savoir qu'en 2019, il y a eu environ 28 000 permis délivrés par les communes. Environ, on peut prendre une dizaine de ça, comme permis qui ont été délivrés par la région, les fonctionnaires délégués, et 4% par le ministre. Dans ces 28 000 de permis délivrés par les communes, il y a plus que la moitié qui ne nécessitaient pas d'avis du fonctionnaire délégué, donc qui ont été délivrés toutes seules par la commune, sans que la région ne soit intervenue. Et c'est comme Madame de Freigne expliquait déjà tout à l'heure, dans les avis qui sont émis par la région, donc les fonctionnaires délégués, il faut faire la différence entre les avis simples, duquel la commune, moyennant une bonne motivation, peut s'écarter, et les avis conformes, duquel la commune ne peut pas s'écarter, en principe. Et les avis conformes, ça représente environ 4%. Donc, il faut vraiment dire que la région, pour faire du forcing, elle n'a pas beaucoup de possibilités. Je reviens à la question, et pardon, elle est un peu provocante, mais elle a le mérite d'exister et on en entend beaucoup parler. Est-ce qu'il y a des pressions qui s'exercent pour faire parfois passer certains dossiers plus vite que d'autres? Résultat, évidemment la conséquence, c'est que ça en freine beaucoup d'autres. Et beaucoup de gens ici vous diront sans doute, j'ai parfois l'impression qu'il y a eu des passe-droits pour certains et que nous, on s'est un peu retrouvés freinés et que ça n'a pas permis à monsieur ou madame X d'avancer, ou même à un projet de plus grande envergure d'avancer aussi. Est-ce que ce n'est pas parfois un peu injuste, ça? Donc moi, j'étais fonctionnaire délégué pendant une dizaine d'années. Et avant, pendant 10 ans, j'étais agent traitant pour traiter les dossiers. Oui, bien sûr, il y a des pressions parfois. Mais comme maintenant, avec le code d'été, nous avons une procédure, on ne peut pas plus régler. Il n'y a pas moyen de faire passer des dossiers avant les autres, parce que si le train est une fois mis en route, il ne peut plus s'arrêter. Et ce qui était encore possible auparavant, qu'on mette en stand-by un dossier pour faire passer un autre, ce n'est plus possible maintenant, depuis le code d'été, parce que le train ne s'arrête plus, il continue, les délais courent, et avec tous les avantages et les désavantages que cela contient. Bon, ben voilà, déjà, ça vous avez répondu très clairement à cette question-là. Je vais me tourner maintenant vers Thibaut Seder, le porte-parole des communes, ici, Monsieur Seder. Comment vous réagissez, vous, par rapport à ce que vous entendez aujourd'hui, des communes qui nous parlent, et c'est un peu le fil rouge, de complexité, de longueur, de lenteur, une administration wallonne qui manifestement a compris le problème et qui tente, c'est bien le discours que j'ai entendu, d'aider plutôt que de freiner, et évidemment c'est bien la moindre des choses. Vous avez l'impression de vous y retrouver comment, vous, dans tout ça aujourd'hui? Que les communes n'arrivent pas suffisamment à se faire entendre, n'arrivent pas à faire passer assez vite ce qu'elles voudraient pouvoir lancer? On m'entend? Voilà. Très très bien. Donc, les communes, depuis le code d'été, comme on le disait, il y a une nouveauté très importante qui est arrivée dans la règle du jeu, ce sont les délais de rigueur. Avant, comme on le disait, les communes géraient les permis en bon père de famille, entre guillemets, avec énormément de concertation et parfois des incompréhensions dans la gestion des dossiers. Le code d'été a voulu régler ça en fixant un délai de rigueur qui fait que, comme on le disait, une fois que la procédure est enclenchée, on ne peut plus l'arrêter. Et donc, les communes se sont dépêtrées pour s'en sortir et pour mettre tous les moyens en œuvre pour arriver à respecter ces délais, ce qui, dans l'ensemble, est relativement bien respecté. On
On a très peu de saisines et très peu de non-décision au bout du délai qui est fixé. Mais le gros problème que les communes rencontrent, il y en a deux qu'on a évoqués aujourd'hui, il y en a d'autres, mais je vais prendre les deux qu'on évoque aujourd'hui. C'est d'une part, quelle va être dorénavant la place de la concertation avec l'auteur de projet et les autres acteurs. Avant, la concertation se passait dans le cadre de la gestion de la procédure. Maintenant, ce n'est plus possible puisqu'on ne peut plus faire stop pour dire on discute, on va peut-être revoir le projet sur certains points suite à l'enquête publique, suite à l'avis de la DGO3 ou autre. On est obligé de déplacer ce lieu de concertation préalablement au dépôt de la demande de permis. Et donc, ce qui fait qu'on a une toute nouvelle gestion qui est en train d'être mise en place au niveau des communes, au travers des réunions de projet, mais aussi beaucoup au travers de réunions informelles, où les communes se doivent de mettre en place des lieux de discussion avec l'auteur de projet, avec le demandeur, et aussi avec des autorités compétentes qui ne sont pas toujours disponibles ou pas évidemment disponibles. Et donc ça, c'est vrai que là, il y a un certain nombre de frustrations qu'on rencontre, qui sont de dire que les communes veulent avancer, veulent discuter du projet, pour avoir quelque chose de plus ou moins bien finalisé au moment du dépôt de la demande de permis. Mais parfois, ce n'est pas évident, par défaut de moyens, et on peut le comprendre, d'avoir autour de la table toutes les autorités compétentes au niveau régional. Comme par exemple... Est-ce qu'il n'y a pas trop d'autorités compétentes? Allez, mettons les pieds dans le plat maintenant, une bonne fois pour toutes. Allez, on transfère tout ça aux communes. La région wallonne exerce une surveillance via l'application stricte d'un code, mais ne participe plus aux réunions. Les communes avancent et ça irait plus vite. Ça irait plus vite. Le problème, c'est qu'on a changé de paradigme avec le code d'été. Maintenant, on est vraiment dans une politique de développement territorial où, lorsqu'on analyse un permis, on se doit de prendre en considération l'ensemble de ses impacts environnementaux au sens général du terme. C'est-à-dire quel va être l'impact sur, on parlait des cours d'eau tantôt, quel va être l'impact sur les voisins, quel va être l'impact sur la mobilité, quel va être l'impact sur l'emploi, quel va être l'impact sur la qualité du logement que je vais créer, donc sur la salubrité, quel va être l'impact sur la mixité sociale, etc. On ne nie pas ces impacts-là, mais vous êtes en train de nous dire que les niveaux de pouvoir sont multipliés, et je ne nie pas cette justification. Vous êtes en train de nous dire que très concrètement, aujourd'hui, il est impossible de revenir en arrière et que tous ces niveaux de pouvoir-là doivent continuer à intervenir dans un dossier. Ça, évidemment, pour les architectes qui se voient freiner dans leur dossier, ce n'est pas la meilleure nouvelle de l'après-midi. Chacune de ces compétences n'a pas un niveau de pouvoir, c'est juste que chacune de ces compétences a des personnes qui sont particulièrement bien équipées techniquement pour aider les communes dans leur prise de décision. Et donc nous, on voit l'autorité régionale non pas comme une tutelle, comme on le disait tantôt, le fonctionnaire délégué ou d'autres fonctionnaires sont là pour essentiellement conseiller les communes dans l'adoption de leurs décisions pour le mettre en évidence peut-être des points de vue qu'elles n'ont pas vus ou qu'elles n'ont pas la compétence de voir parce qu'elles ne sont pas équipées techniquement pour le voir, parce qu'elles n'ont pas les moyens humains de le voir. Comme M. Lerus le disait, dans une petite commune, le fonctionnaire qui s'occupe du service urbanisme, il a 10 emplois en même temps, et donc il doit tout gérer, et donc n'a pas les compétences nécessairement techniques pour tout appréhender, et donc il doit s'aider. Et donc, cette procédure et cette consultation permet cette aide et permet de donner des permis qui rencontrent les différents intérêts régionaux, les différents intérêts communaux ou même qui sont imposés par l'Europe. Mais c'est intéressant, vous dites très clairement, donc consultation plutôt qu'interventionnisme, et donc il y a effectivement là une différence que vous venez à mon avis assez bien d'expliquer. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que la commune est une autorité compétente. C'est elle donc qui décide et elle consulte différentes personnes pour s'aider dans sa décision. Mais il ne faut jamais oublier qu'in fine, la commune tranche seule avec, sur certains points, une tutelle du fonctionnaire délégué, mais très light, on va dire. Philippe Meyer, vous représentez l'Ordre des architectes, mais là aussi, cas très concret. Vous venez d'entendre justement cette indispensable nécessité de discuter, de consulter, avec évidemment tout ce que ça pose comme problème. Et tout ce que ça pose comme problème, justement, ils sont très nombreux, de plus en plus nombreux. C'est de plus en plus difficile, selon vous ? Malheureusement, oui, de plus en plus nombreux. Alors, on l'a entendu, il y a des permis qui sont délivrés par les autorités communales d'une part et d'autres qui sont délivrés par le fonctionnaire délégué. Donc là, on rentre dans les catégories de ce qu'on appelait anciennement l'article 127 dans le code qui est devenu le D422. Ce sont des permis qui nécessitent évidemment un certain recul. Et je pense que personne ne remet aujourd'hui en cause le fait qu'on doit parfois avoir ce recul nécessaire sur des permis de plus grande ampleur, ou bien qui nécessitent peut-être une attention particulière parce que c'est d'utilité publique, par exemple. Donc ça, il n'y a aucun problème. Le problème qui se présente, c'est lorsqu'il y a des contradictions qui apparaissent. Et je pense qu'elles sont malheureusement de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Et les architectes et leurs clients en payent les pots cassés. Alors j'ai quelques exemples que je peux vous soumettre. Ce sont parfois des exemples relativement petits ou qui paraissent légers. Ce sont des couleurs de briques qui sont par exemple imposées ou demandées par une commune et qui seront tout à fait différents lorsque le fonctionnaire délégué va délivrer le permis. Ça peut être des problèmes d'ascenseur qui seront imposés d'un côté et pas imposés de l'autre. Ça peut être des problèmes de pente, de terrain, de trottoir. On a aussi des cas qui sont parfois beaucoup plus graves. Et j'ai notamment en tête un cas où la commune avait été interrogée préalablement parce que l'auteur de projet sentait clairement qu'il y avait que le projet rentrait dans un cas d'utilité publique, mais tout en n'étant pas tout à fait
dans les listes reprises au niveau du code d'été. Donc il interroge la commune, et la commune elle-même interroge la DGO4 à l'époque, qui revient avec un avis en disant non, non, il n'y a pas de problème, c'est un dossier qui va être examiné et délivré par l'autorité communale. Et donc l'architecte dépose son permis en bonne et due forme, la commune commence l'examen du permis en question, elle lance une enquête publique, elle interroge les pompiers, donc on va quand même très très loin dans l'examen de toute une procédure, et à un moment donné, lorsque la DGO4 est interrogée, à ce moment-là, ils se rendent compte que finalement, c'est un permis qui devait rentrer dans une procédure D422 et que c'est donc le fonctionnaire délégué qui doit délivrer. Ça a quel impact sur les délais ça? Moi, j'ai l'impression, quand je vous entends, c'est que ça peut prendre parfois 10, 12, 15 ans. Eh bien, ça veut dire que tout ce qui a été fait antérieurement, on le met à la poubelle et on recommence absolument tout. Dans le cas que je vous cite, ça a été une perte de temps de l'ordre de 5-6 mois, rien que sur ce point-là. Et je pense que malheureusement, des contre-rédactions comme celle-là, les architectes les vivent journellement, continuellement, et c'est de plus en plus usant pour deux raisons. La première, que d'abord, ce sont des prestations pour lesquelles ils ne savent pas toujours se faire payer auprès de leurs clients. Et la deuxième, c'est, vous vous rendez compte, en termes d'image, qu'est-ce que le client va retenir en termes d'image par rapport à un architecte qui n'a pas été capable, entre guillemets, de rentrer un dossier selon les bonnes procédures. Alors, on a beau demander des écrits, des mails, etc., qui permettent de prouver que ça a été fait correctement, il n'empêche, c'est un grave problème. Et malheureusement, je pense que ce genre de problématique arrive de plus en plus souvent, c'est dramatique. Il n'y a pas que pour les architectes que ça pose problème, évidemment, il y a tout le secteur de la construction qui est touché. Je voudrais bien qu'on en touche un mot aussi, parce que manifestement, là, les problèmes, les délais imposés posent un gros souci. Monsieur Dress, problème pour vous également, vous confirmez tout ce qu'on vient de dire, que vous vous retrouvez dans les mêmes difficultés finalement, parce que peut-être que vous n'êtes pas soumis aux mêmes lourdeurs administratives, mais pour vous, c'est tout l'impact économique évidemment qui est fondamental. C'est ça. Donc au fond, le secteur de la construction, les entrepreneurs généraux, c'est à peu près 250 000 à 300 000 travailleurs. Donc nous intervenons en tout bout de chaîne. Donc en fonction des permis, des marchés publics qui sortent, en fonction des projets de rénovation qui sortent, nous pouvons mettre des travailleurs, des indépendants, des intérimaires, des employés au travail. Donc je comprends qu'il y a une balance des intérêts entre le niveau local, les aspects environnementaux, enfin on en a parlé, on a tout indiqué, mais en bout de course, c'est ça dont il est question, c'est ces milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État en termes de fiscalité, et ces travailleurs qui ont un emploi. Je le dis aujourd'hui parce qu'évidemment les temps sont un peu sensibles par rapport à cette question. Or, c'est assez nouveau, l'UPSI, l'Union professionnelle du secteur immobilier, a sorti le 6 octobre dernier une petite étude sur la question des permis. Et d'après eux, ce sont les grands opérateurs, mais ils ont aussi les clés sur porte dans leur panel de clients. Il y a 5 millions de mètres carrés en Belgique de terrain en permis de bâtir, donc en procédure. 2,7 millions d'après eux en Wallonie et à Bruxelles. En moyenne, disent-ils, il faut 3 ans et 10 mois en Flandre pour obtenir un permis. 4 ans en Wallonie. Je suis heureux, franchement, je trouve ça bien. C'est une moyenne. En moyenne. J'aurais préféré que la Wallonie... Hein, 3 jaar en 10 maanden. J'avais entendu 3 jaar en 9 maanden pour Wallonie, mais enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est bien, c'est un bon trend, la Wallonie. J'espère que ce n'est pas la Flandre qui prend un peu de retard, c'est la Wallonie qui va rattraper son retard. 5 ans et 8 mois à Bruxelles. Mais ça vous donne un peu les ordres de grandeur dans un projet, en moyenne. Alors, d'après l'UPSI également, et ça c'est vrai qu'on le ressent, eux parlent de 6 mois, je pense que c'est un peu exagéré, il est vrai que le Covid va avoir un impact sur les délais. On le sent. Quelle est la durée de cet impact et comment ça va être managé, ça je ne sais pas. Alors il y a des bonnes annonces, puisqu'il faut quand même de bonnes nouvelles. Premièrement, je pense que le gouvernement wallon a déjà indiqué, notamment en termes de digitalisation, on en a parlé, peut-être qu'il va y avoir des améliorations. En termes de prolongation des délais, il va y avoir des nouvelles barrières qui vont être mises en place. Et j'ai jusqu'à présent entendu que le code d'été avait été quand même positif dans le débat. Mais j'entends qu'il n'y a pas que le code d'été, il y a beaucoup d'autres réglementations à côté du code d'été qui posent de plus en plus de difficultés et qui alourdissent. Alors une autre bonne nouvelle, mais alors celle-là, évidemment, c'est à l'aune de celle-là, je pense qu'il va falloir voir la politique des communes et des permis dans les 5 ou 6 ans qui viennent, c'est que le fédéral a décidé de diminuer la TVA sur la démolition en construction. De 21 à 6%, c'est décidé. Ça va entrer en vigueur début de l'année prochaine. Ce sont des permis très compliqués que les permis démolition reconstruction. Soit au niveau local et régional, on saisit l'opportunité
pour relancer le secteur de la construction. Et des 250 à 300 000 travailleurs l'année prochaine, ils pourront se dire « Ouf, je ne suis pas dans l'ORECA, je ne suis pas coiffeur, je ne suis pas organisateur d'event. » Soit, au contraire, ça prend du temps. Les permis prennent du temps pour pouvoir les introduire et recevoir. Ce sont des permis compliqués, hein, j'avoue. Hein, démolition, construction au centre des villes. Pourtant c'est la volonté de la région et des communes. Vous demandez quoi, alors, justement, quand vous parlez de permis compliqués? J'aimerais bien revenir... tous les deux encore sur le message que vous voudriez faire passer, parce qu'on va passer au débat plus politique, et évidemment, il sera fondamental. Un message que vous voulez faire passer aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord dire, écoutez, si ça ne se simplifie pas, mon secteur est en danger. On en est vraiment là? Oui, je pense que le message, ce serait revenir dans 3 ans, 4 ans, quand la crise sera passée, et pouvoir dire ensemble, on est arrivé à 3 ans pour un permis, en moyenne, en Wallonie. Une accélération donc des demandes de permis. J'imagine que la demande est la même en ce qui vous concerne. Comment est-ce qu'on pourrait arriver justement à une réduction de ces délais-là, M. Meyer? Je pense qu'il y a plusieurs pistes. La première, c'est peut-être qu'il y ait une meilleure collaboration entre les divers services qui existent au niveau de l'administration. On a toujours un petit peu peur quand on nous parle de certaines choses. On pourrait encore imaginer une nouvelle couche réglementaire. Je pense que ça devient tout à fait ingérable. Une autre piste qui, à mon avis, serait très très porteuse, c'est de faire comme les Flamands l'ont fait il y a quelques années, et ça leur a pris 10 ans, ne l'oublions pas, c'est d'arriver à un système de dépôt de permis en ligne de manière entièrement numérisée, parce qu'il y aurait un certain automatisme, je dis un certain, peut-être pas jusqu'au bout, mais un certain automatisme dans les quantités de documents qui seraient à déposer sur une plateforme en ligne quelle qu'elle soit, qui permettrait alors, une fois que tous les documents ont été rentrés, que le permis soit considéré comme complet. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il faut savoir qu'en Flandre, ils ont mis 10 ans pour y arriver. On est, je ne vais pas dire nulle part, les choses évoluent lentement en Wallonie, mais franchement, il y a encore énormément de chemin à faire, et je pense que ça, ce serait également une des pistes. Alors, on va conclure tout doucement cette première partie, mais je voudrais terminer justement par là où on a commencé avec les villes de Namur et de Liège. En 30 secondes, si vous voulez bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer selon vous prioritairement pour pouvoir dire aux habitants d'une commune, aux gens qui veulent lancer des grands projets, voilà exactement ce dont on a besoin pour que ça puisse aller plus vite, puisqu'on est maintenant tous d'accord autour d'une chose, c'est que ça doit aller plus vite, c'est encore trop compliqué. En 30 secondes, si vous voulez bien, Stéphanie Scalquin tout d'abord. 30 secondes, c'est très compliqué. Je dirais surtout que les porteurs de projets se prennent part davantage dans des réunions de projets, ce qu'on appelle les réunions de projets, qui se termine par un PV où on a les engagements des uns et des autres par rapport au projet qui est présenté. Et on est alors quasi sûr, à 99%, que le permis sera octroyé, mais il y a un PV formel d'une réunion. Donc c'est une possibilité du CODT. Pour moi, c'est l'instrument qui doit absolument être le plus utilisé. Il n'est pas suffisamment utilisé, en tout cas à Namur. Une politique régionale qui tienne compte de la spécificité des grandes villes. Le CODT, il est fait surtout pour des communes rurales. Ça, c'est un souhait de Liège et ça peut être le même que pour Namur. Il y a plein d'exemples des délais harmonisés entre les délais villes et délais fonctionnaires délégués. 3, on a négligé trop souvent la piste des plans modifiés qui existaient dans le Quatup, avec le CODT, la rigueur, le couperet qui tombe. Or, moi, je me rends compte avec les architectes, les développeurs, que laisser un petit peu de porte ouverte, de souplesse pour éviter un refus et que le dossier chemine et qu'on ne soit pas obligé de tomber dans la prorogation serait quand même une solution plus souple qu'on a abandonnée pour laisser une chance au projet d'avancer. Et donc, on me dit non, on ne sait plus faire de plans modifiés parce qu'on n'a pas le temps, parce que l'administration est surchargée. Or là, le CODT doit vraiment faire marche arrière par rapport à cette espèce de couperet guillotine et laisser une plus grande souplesse. Merci à toutes les deux. Éric Lose, vous êtes rédacteur en chef du magazine Je vais construire. Vous avez pu entendre l'essentiel des débats, des discussions, des problèmes des uns, des autres, de ces lenteurs, de ces procédures qui sont là et qu'on ne conteste pas évidemment. Vous retenez quoi de ce que vous venez d'entendre ici aujourd'hui? La sensation que tout le monde a bien compris qu'il fallait que ça change et que ça allait changer, ou la sensation un peu plus désagréable que tout le monde a peut-être bien compris que ça devait changer mais que ça n'allait pas changer? Alors je retiens... Je sais pas si on vous entend super bien. Oui. Ce que je retiens d'abord, c'est que beaucoup trop de communes aujourd'hui manquent encore d'une vision sur le développement de leur territoire. Et que donc trop de décisions sont encore prises au cas par cas, sans savoir si le projet qui est accepté aujourd'hui ne sera pas
nocif pour le développement du territoire dans les années qui suivent. Et donc, ce manque de vision politique au niveau des communes fait qu'elles ne sont pas toujours aptes à prendre des décisions qui sont justifiables et sur le long terme et pour lesquelles on puisse reconnaître une certaine compétence. Et donc, je pense vraiment important que la région ait un regard sur toute la problématique urbanistique et sur la problématique du respect de l'environnement, de la mobilité, etc. Je pense que les communes ne sont pas encore totalement, je ne parle pas des grandes villes, évidemment, qui ont des services développés, mais les plus petites communes sont parfois confrontées avec des questions qui les dépassent totalement. Un autre aspect que je retiens des débats, c'est qu'en fait, la complexité des dossiers, elle est aussi grande si vous modifiez le volume d'une annexe derrière une petite maison de ville que si vous modifiez tout un quartier. Et que cette complexité sur les petits dossiers est une complexité qui est complètement ridicule, inutile et mangeuse de temps et d'énergie. Je viens d'avoir encore le cas d'une lectrice qui m'écrivait en me disant « Qu'est-ce que je peux faire ?» Une demande de permis qui a été introduite le 10 mars. Le premier message qui a été reçu le 31 mars, c'était pour dire que le dossier était complet. Ça avait déjà duré 3 semaines. On parle de raser l'étage d'une annexe et de modifier la toiture du rez-de-chaussée de l'annexe. Donc, on ne va pas embêter grand monde avec ça. Le voisin de gauche, le voisin de droite sont concernés, ça s'arrête là. L'enquête publique qui devait démarrer normalement tout de suite après l'introduction du dossier a démarré le 28 mai. C'est arrêté le 12 juin. Le fin juin, la commune envoie un courrier pour dire on s'est trompé sur le délai qui était requis pour donner réponse, ce n'est pas 75 jours, mais c'est 115 jours. À ce moment-là, la commune est déjà largement au-delà des délais requis. Le 10 août, la commune envoie un dossier chez le fonctionnaire délégué pour dire « Nous pensons qu'il est préférable de refuser ce dossier parce qu'une fenêtre n'est pas conforme au code civil et donne une vie oblique chez le voisin. » Le 18 août, le fonctionnaire délégué envoie un courrier à la demandeuse en lui disant nous dessaisissons la commune qui a mis trop de temps pour donner une réponse, et le dossier est finalement accordé, le permis est accordé finalement le 28 août. Tout cela pour... De la même année quand même. Pardon ? De la même année. Et on est en fin d'année. Et donc, tout cela pour diminuer un étage qui était vraiment encombrant sur une maison, pour remettre une toiture d'annexe un petit peu en ordre et habiller avec un peu d'ardoise le morceau d'annexe qui restait. Tout ça pour un dossier aussi ridicule que celui-là qui demandait 10 minutes d'examen pour donner une réponse en vis-à-vis. Et donc, je crois qu'il y a vraiment la nécessité de garder des dossiers effectivement complets où on a la problématique du patrimoine, on a la problématique de la mobilité, on a la problématique de plans beaucoup plus généraux où une intervention importante peut avoir un impact important sur la ville. Mais à côté de ça, il y a des tas de petits dossiers où je pense que l'architecte pourrait venir avec son dossier, obtenir un rendez-vous et une demi-heure après sortir avec un permis ou pas de permis. Mais il y a vraiment une procédure simplifiée qui est nécessaire pour des tas de petits dossiers qui encombrent les administrations, qui encombrent la région et qui finalement donnent des résultats qui sont complètement loufoques parfois par rapport à la difficulté du projet. Donc, on va passer dans un instant cette obligation de segmenter les choses. Dans un instant, on va faire une petite pause, comme ça tout le monde pourra un petit peu aller essayer de s'aérer un tout petit peu et enlever son masque. Je vous demanderai juste déjà par mesure de précaution de bien vouloir sortir rangée par rangée afin de ne pas encombrer le couloir et vous l'aurez compris évidemment, éviter qu'on se croise un maximum à l'extérieur. Fabrizio Tengatini, conclusion de cette première partie. On a entendu beaucoup de choses très concrètes, tant du point de vue des acteurs de terrain que sont celles et ceux qui construisent, qui bâtissent, que de celles et ceux qui doivent gérer tous ces règlements. Vous concluez quoi de tout ça, qu'on est toujours dans un cercle vicieux dont on n'arrivera pas à sortir, ou est-ce que vous voyez une petite lueur d'espoir à l'horizon pour l'instant? J'oserais espérer qu'on voit une petite lueur d'espoir, mais je comprends les enjeux qui sont très différents au niveau régional que communal ou de ville. Maintenant, je terminerai simplement la conclusion est très simple, c'est que la vision de la région sur le développement territorial est totalement à l'opposé de la vision des villes et communes. Je m'explique tout simplement. La Wallonie prône, je prendrai qu'un cas, un peu qui rentre dans le cas de tout le monde, qu'il soit petit ou grand projet. La Wallonie prône la redensification des villes. C'est même l'Europe qui le prône, pour des raisons économiques, pour des raisons de mobilité, pour des raisons d'accessibilité à tout public au logement. Et on se rend compte aujourd'hui que densifier les villes, c'est impossible. Par contre, la Wallonie prône aussi le stop béton dans les campagnes. Et on se rend compte qu'on n'a jamais autant construit
de gros immeubles dans le milieu rural. Alors voilà, c'est une simple question. On se rend compte qu'effectivement, les enjeux sont compliqués pour l'urbanisme. Le but aujourd'hui de la table ronde n'était pas de dire qu'il y a un coupable ou pas. Le but, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on sera toujours au milieu du gué parce que l'application d'une vision sur un territoire complet est discordance entre la vision communale, ville, et la vision qu'on entendra. Voilà, je salue le ministre de l'Aménagement du Territoire qui prône cet développement sur le territoire wallon. Donc aujourd'hui, ma conclusion, elle est, j'espère qu'on pourra avancer un petit peu, mais il faudrait que l'ensemble du territoire prône la même vision des choses. Très très bien. Grand merci à vous tous pour cette première partie intéressante, instructive. Dans un instant, on va donner la parole au monde politique et qui va nous expliquer ce qui peut vraiment changer. Des acteurs de terrain resteront avec nous. Grand merci à vous tous. Attention donc à la sortie. On se retrouve dans 10 minutes. Dans 10 minutes. À tout de suite.